Bonjour à tous, je suis Floriane du blog Parents Voyageurs. Avec Émilie, nous vous donnons rendez-vous 2 fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités au parcours inspirant. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour la première fois, je vous propose un épisode de podcast sans Émilie à mes côtés. Je suis hyper heureuse de m'être prêtée à cet exercice. Et en plus, j'ai l'immense honneur de vous proposer un nouveau concept d'épisode. Aujourd'hui, nous allons discuter avec Audrey de la Family Club Exchange. Et cet épisode est le premier d'une série de 3, 4 ou 5 épisodes. On verra ce qu'on arrive à caler dans les agendas. Audrey est en train de préparer avec sa famille un voyage au long cours. Ils partent début février pour 7 mois et l'idée est de pouvoir suivre Audrey dans les préparatifs et puis ensuite pendant le voyage et enfin après le retour pour savoir si toute la petite famille va bien. J'espère que ce genre de série vous plaira et que vous allez apprendre plein de choses et surtout avoir envie de voyager avec Audrey. Bonne écoute! Bonjour Audrey, je suis hyper heureuse de t'accueillir dans cet épisode de podcast. Comme je le disais en intro, c'est un petit peu mon baptême du feu, la première interview que je fais sans Émilie pour m'épauler. J'espère que ça va bien se passer, mais je suis sûre que tu vas nous faire voyager, nous raconter plein de super choses qui vont nous donner envie de partir directement. Et donc, écoute, je te propose de commencer, si tu veux bien, et de commencer par te présenter, toi, ta famille, et puis peut-être évoquer rapidement déjà le projet qui vous anime en ce moment. Bonjour Floriane, merci beaucoup de m'avoir invitée. Alors du coup, je suis Audrey, je suis la maman de la Family Club Exchange. Donc, je suis accompagnée par mon mari Fabien. Nous avons 4 enfants. Hugo qui a 15 ans, Raphaël qui en a 13, Camille qui en a 12 et Valentin qui en a 4. Bientôt 4. Bientôt 4, une sacrée fratrie. Et donc, vous comptez emmener sur les routes du monde prochainement. Exactement. Alors, notre projet, c'est de partir dans quelques mois, c'est-à-dire le 2 février. On s'envole pour l'Amérique centrale pour 7 mois d'aventure sur les routes avec toute notre grande tribu. Ouais, trop chouette. J'ai hâte du coup que tu nous en dises plus. J'ai préparé tout plein de questions. Mais du coup, comme on va avoir le temps de parler de ce grand voyage ensemble, puisqu'on va faire plusieurs épisodes, j'aimerais qu'on apprenne un petit peu mieux à te connaître et puis à connaître ta famille, en revenant déjà un petit peu sur votre histoire avec les voyages. Est-ce que déjà, Fabien et toi, quand vous étiez enfants, est-ce que vous voyagiez ou vous avez commencé en couple? Comment un peu cette histoire-là a commencé? Alors du coup, avec nos parents respectifs, on a voyagé essentiellement en France. Alors Fabien, lui, a quand même goûté aux joies d'expatriation puisqu'il est parti vivre 3 ans en Guadeloupe avec sa famille. Mais sinon, le reste de nos voyages s'est fait en Europe ou en France. Et c'est vraiment quand on s'est rencontrés qu'on s'est rendu compte qu'on avait une passion commune qui était le voyage. Et dès nos premières années d'études, je me souviens que par exemple à l'époque, maintenant c'était le deuil, mais maintenant en licence, on était déjà partis en sac à dos à Rome pendant plusieurs jours. Et on a toujours eu en fait envie de voyager, de découvrir le monde. Et puis, une fois qu'on a eu les enfants, on a continué dans la même dynamique, on va dire. Ça ne s'est pas arrêté, ça s'est même amplifié, je dirais. Oui. Et du coup, le fait de voyager avec les enfants, est-ce que ça vous a, au début, mis peut-être un frein ou ça vous a fait poser des questions est-ce que vous avez pensé peut-être ralentir ou voyager plus proche de chez vous Non, est-ce que ça a changé quelque chose? Non, ça a vraiment été, en fait, c'était un objectif familial. C'est-à-dire qu'on s'était toujours dit, une fois qu'on aura nos enfants, on leur fera découvrir le monde. C'était un peu un leitmotiv qu'on avait, comme on a des envies d'éducation. Nous, c'était, on va voyager avec nos enfants dès qu'ils seront bébés ou petits. Donc, on a commencé par l'Europe parce que nos 3 aînés, ils sont très rapprochés en termes d'âge. On a eu 3 enfants en 3 ans.
Donc, on était tout le temps dans les couches en permanence. Donc, c'était plus autonome. Donc, pour nous, la stabilité a fait qu'on est parti surtout dans l'Europe du Nord. On a fait la Suède, le Danemark, les Pays-Bas. Voilà, on est parti vraiment de ce côté-là puisque c'était vraiment des pays nordiques qui nous attiraient à l'époque. Et puis, petit à petit, on a été plus loin. On est allé en Guyane, on est allé en Guadeloupe, au Sri Lanka. Et puis, de fil en aiguille, eh bien, on a agrandi nos grands voyages et on a décidé de faire un tour du monde en 2016-2017. Et on est parti 1 an découvrir le monde avec nos loulous en sac à dos et en échange de maison. Ok, donc en effet, pour ceux qui ne te connaissaient pas encore, vous êtes vraiment une famille de voyageurs confirmés, je dirais multirécidivistes, de voyageurs au long cours. Et donc, vous êtes partis donc en tour du monde, tu disais en 2016, donc ça fait 5 ans déjà que le départ a eu lieu. Exactement. 4 ans le retour. Oui. Et puis, du coup, vous êtes revenu avec un petit loup dans les bagages. Exactement. Alors, Valentin est arrivé durant notre voyage. Je suis tombée enceinte quasiment à la moitié de notre parcours. Donc, du coup, on a voyagé, comme j'aime le dire, à 5,5 pendant 6 mois. Et quand Valentin est arrivé parmi nous au mois d'octobre, on est rentré au mois de juillet en France et Valentin est né en octobre. Les enfants nous ont fait promettre de repartir, faire un grand voyage avec leur petit frère, car c'était complètement injuste que lui n'ait pas connu cette expérience-là. Donc, on leur a dit, oui, c'est vrai. On était entièrement d'accord. Fallait pas nous le dire 2 fois. Et donc, du coup, on a choisi l'année qui nous semblait la plus opportune pour nous, je sais pas comment on peut le dire, parce que c'est une année sans examen pour les enfants, cette année. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on part en 2022. Mais c'était déjà prévu en 2017 à l'époque qu'on partirait en 2022 faire ce grand voyage. Ouais. C'était la deadline qu'on s'était donnée. Et c'est ce qui m'a fait tenir, je pense, pendant 4 ans en me disant « Oui, mais Audrey, dans 4 ans, tu sais où tu seras. » Oui, d'accord. Donc, ça fait donc 4 ans que vous mûrissez ça tous ensemble. Oui, vraiment tous ensemble. C'est vraiment super chouette, je trouve, cette réaction que tes 3 grands enfants ont eue. Alors déjà, ça veut dire qu'ils ont vraiment adoré ce premier grand voyage. Oui, c'est vraiment un voyage qui a soudé la famille, qui nous a unis, qui nous a apporté tellement de joie pendant 1 an. Et je pense que nos enfants étaient très contents de rentrer. Ils adorent leur quotidien. C'est pas des enfants qui se verraient par exemple être nomades et partir complètement sur les routes pendant longtemps. Oui. Ils adorent nos escapades, mais ils adorent leur quotidien. Donc il fallait entre guillemets accepter cela et leur proposer une alternative qui puisse leur correspondre. Ils voulaient pas forcément, surtout Hugo, notre aîné, repartir pendant 1 an parce que pour lui c'était trop de temps loin de ses amis et loin de l'école. Il avait peur de pas réussir, vu qu'il est en seconde, à réussir à boucler son année scolaire. Donc, on a fait le choix de partir sur une demi-année pour justement permettre qu'ils fassent leur début d'année scolaire et ensuite qu'on termine, nous, tranquillement, l'année en instruction sur la route en famille. Et puis, ça permettait aussi à ce que Valentin grandisse un petit peu, devienne autonome. À 4 ans, Aya, il commence à nous suivre un petit peu partout. Et puis lui, maintenant, il verbalise, parce que ça fait quand même quelques années qu'il entend qu'il va repartir en grand voyage avec papa et maman et ses frères et sœurs. Donc là, ça devient concret. Et là, de plus en plus, il nous en parle. Il nous parle de l'avion, il nous parle... c'est rigolo, quoi. On peut pas dire que depuis 4 ans, on ne pense qu'à ce voyage-là. On va dire pour le reste de la famille. Moi, si. mais eux, non, en fait, ça arrive, depuis là, je dirais 8-9 mois, là, ils sont dedans, ils en parlent. Mais avant, c'était quelque chose qu'ils savaient qui allait arriver, mais qui n'était pas leur leitmotiv, quoi. Ouais, ok. Et mais du coup, Valentin, il a déjà quand même, donc il va avoir 4 ans là, donc si je comprends bien, dans quelques jours, vu qu'il est d'octobre. Oui, fin octobre, le 29. Ouais. Et donc, est-ce que ça sera son premier grand voyage ou du coup, vous l'avez déjà un petit peu entraîné quand même sur les 4 dernières années? Non, alors oui, Valentin, ce sera pas son grand saut, entre guillemets. Non, il a vadrouillé avec nous depuis qu'il est tout bébé. Le premier été, vu qu'il avait 8-9 mois, on est parti faire un road trip entre la Belgique, les Pays-Bas, la France, l'Allemagne. On est parti 2 mois à vadrouiller ici.
Après, quand il avait 17 mois, on est parti 2 mois aux Philippines avec Valentin. L'année, il y a 2 ans, quoi, maintenant, on a fait tout un grand road trip pendant le Covid en camping-car sur toute la partie du sud de la France. Et cet été, on a traversé la France, la Suisse, l'Italie, avec Valentin aussi pendant 2 mois. Donc, il est habitué à partir 2 mois tous les étés en dehors de la maison. Ouais, ok. Donc c'est déjà un petit baroudeur. Je pense que tu l'as pas dit là au début de l'épisode, mais donc vous pouvez partir 2 mois chaque été puisque Fabien et toi, vous êtes tous les deux profs. Exactement. Ouais. Donc, on a cette chance-là d'avoir de longs mois de vacances et qui nous permettent de partir 2 mois quasiment pleins, quand on part en général 8 semaines. Pour vadrouiller, découvrir le monde. Alors là, depuis les 2 dernières années, on reste en France ou en Europe parce que la situation ne le permettait pas. Mais s'il n'y avait pas eu la Covid, on serait parti tout le temps, on va dire plutôt à l'international. Ouais, ok. Mais bon, j'imagine que vous avez quand même découvert des chouettes paysages, des chouettes choses, même en France. Comme dans toute situation, on a retrouvé du positif et on a découvert une France qu'on connaissait peu, qui est magnifique. Et puis, ça nous a permis aussi d'expérimenter la van life, de découvrir ce que c'était d'être dans un camping-car à 6. Et on a adoré aussi cette aventure-là. Donc, au final, on a été très, très contente de nos 2 derniers étés où on a voyagé différemment, mais ça nous a pleinement conforté dans l'idée que le voyage était fait pour nous, quel que soit le moyen de transport. Oui, et c'est vrai que donc votre tour du monde il y a 4-5 ans, donc vous l'aviez fait en sac à dos et échange de maison, ce que tu nous disais. Et puis donc là, entre-temps, vous avez fait des parenthèses camping-car. C'est ça. Ouais, donc vous avez acheté un camping-car ou vous louiez, qu'est-ce que vous faisiez? On a acheté un camping-car qu'on a nommé Happy et qui nous a permis de vivre des aventures incroyables. On s'est senti hyper libre en fait. Et là, on en parle encore avec Fabien. On l'a vendu en septembre quand on est rentré parce que on allait partir en gros voyage, parce que financièrement on avait besoin de cette vente. Quand il y avait plusieurs raisons. Et on se sent beaucoup moins libre depuis septembre. C'est-à-dire qu'avant, on avait un week-end, on n'avait rien, on partait, quoi. Et c'est cette chance-là du camping-car ou de la van life d'une manière générale qui est hyper attrayant. Et là, ça nous manque considérablement, mais on peut pas tout avoir. La vie est une question de choix. Oui, c'est sûr. Je te rejoins tout à fait sur la van life. Nous, on n'a jamais jusqu'à présent acheté de camping-car ou de van, mais on l'a déjà expérimenté sur quelques semaines dans différents pays. Et c'est vrai que cette liberté qu'on a on est bien, on reste, on est un peu moins bien, où il y a un petit peu plus à découvrir, un peu plus loin, on continue. Et puis ce petit cocon familial aussi qui est forcément très resserré dans un camping-car, fatalement. Il n'y a pas beaucoup d'espace, mais... C'est ça. Alors nous, au départ, on n'était pas... le camping-car, tu vois, c'était gros. Quoi. Nous, on aurait adoré avoir un van avec une tente de toit, etc. Mais à 6, c'est quand même beaucoup plus compliqué de s'équiper. On voulait voyager aussi l'hiver, donc il fallait quand même qu'on ait relativement chaud, entre guillemets, parce que du coup, pendant ces 2 dernières années, on est parti à chaque vacances scolaires, décembre, février, et donc du coup, il fallait un minimum de confort, quoi. Donc le camping-car, c'est très très bien prêté à notre situation familiale, on va dire, et on regrette absolument pas. Oui, c'est vrai que vous aviez forcément un camping-car d'une taille certaine, vous logez tous. Et voilà, il y a quelques petits inconvénients quand même de circulation, de stationnement à avoir plus grand. Et bon, moi, c'est ça aussi qui me freine un tout petit peu sur le camping-car. Le dernier voyage, on l'a fait en van, et donc pas de douche, pas de toilette, une cuisine plus que sommaire dans le van, et puis chaque matin il faut ranger le lit, au moins on avait un lit en bas, un lit en haut, donc il faut ranger au moins un des lits chaque matin, le refaire le soir, c'est toute une organisation quoi, mais on va partout. Ouais, exactement. On est beaucoup plus oui, tu veux aller voir une cascade, c'est facile. Là, tu peux pas laisser un camping-car sur le bord d'une route, quoi. Donc ça, on a vu les inconvénients, mais après, en fait, une fois que tu es dedans, on arrive à trouver des alternatives, entre guillemets. C'est-à-dire que maintenant, c'est vrai qu'il y a vachement d'applications qui permettent de trouver des endroits où on peut se garer pour dormir. Donc ça, c'est quand même vraiment précieux.
On est dans une ère où c'est quand même, on a énormément d'informations sur comment circuler, où se garer, et ce qu'il n'y avait pas il y a 15 ans, quoi. Ah oui, Donc c'est vrai. on s'estime déjà très chanceux d'avoir pu utiliser tout ça. Et du coup, et vous avez aussi pas mal expérimenté l'échange de maisons. Oui, aussi. En France et à l'étranger, je crois Oui. savoir. Hein. Est-ce qu'il y a un mode de voyage du coup que vous préférez ou que les enfants préfèrent entre sac à dos, camping-car, l'échange de maison? Ah là là, ça c'est difficile comme l'échange de maison. En fait, on a trouvé ça génial quand ils étaient petits. C'est-à-dire que on arrivait dans un confort avec tout le nécessaire avec des enfants en bas âge. Ils avaient des jouets, on pouvait se poser. C'est vraiment une facilité. Et puis, on a fait des rencontres extraordinaires avec l'échange de maison, puisque on peut se rencontrer, la famille, les voisins, tout le monde vient de saluer. C'est hyper généreux, je dirais, comme fonctionnement. La van life, c'est la liberté, et on avait des adolescents à ce moment-là. Donc, pour eux, c'était d'une liberté totale de pouvoir se réveiller devant un paysage différent chaque matin, d'aller au bord de la mer à 22h le soir. Donc, et puis le sac à dos, je crois que c'est aussi un peu dans leur ADN, c'est-à-dire qu'ils savent très bien que nos voyages au long cours, c'est le sac à dos. Pour eux, en fait, on pourrait pas repartir en voyage au long cours au camping-car. Ils se verraient pas faire ça. Ah oui, pourquoi? Je pense qu'ils ont besoin d'avoir un peu plus, pas d'intimité, mais avoir un espace à eux. Donc, par exemple, dans une hostel ou une auberge de jeunesse, il va y avoir un endroit où ils vont pouvoir aller s'asseoir dans un salon dehors, parler avec des gens. Dans la chambre, ils auront chacun leur lit. Et il y a de l'espace. Alors, 3 ados plus un enfant en très bas âge dans un camping-car, ça peut faire des étincelles, hein, faut être très honnête. Et donc, en fait, le camping-car, on a trouvé ça génial l'été. Parce que du coup, on avait l'extérieur comme terrain de jeu. Ouais, mais pour l'avoir expérimenté au mois de décembre et au mois de février, quand il fait froid ou quand il pleut, ça devient vite Bagdad à l'intérieur du camping-car. Ouais. Donc, je pense que c'est ça aussi qui les freine, les enfants. Là, par exemple, dans notre prochain voyage, on va partir 3 semaines faire l'ouest des États-Unis. Mais là, ils sont super contents de le faire en camping-car parce que pour eux, ça va être génial. Mais 7 mois en camping-car, ils nous avaient dit niette, quoi. Et eux, ils veulent le faire en sac à dos parce qu'ils trouvent ça génial. Ils rencontrent des gens différents, ils prennent plein de moyens de transport. Pour eux, c'est ça l'aventure, en fait. Ouais. C'est à pied avec le sac à dos. Mais ils ont raison, c'est une sacrée aventure, hein, quelque part. Ouais. Voilà, chaque mode de voyage est une aventure et apporte quelque chose de différent. En fait, on y trouve quelque chose de différent, mais ouais, c'est très chouette. Et du coup, là, j'imagine, comme ils ont grandi, tu as quand même 3 ados. Ce qui est pas mal, c'est qu'ils vont porter leur sac, bien sûr. Exactement, ça va nous soulager. Ouais, du coup, ils vont porter leur sac. Ils pourront même porter un peu des affaires de Valentin. Parce que là, du coup, on part quand même avec plus de numérique qu'à l'époque. Quand on est parti la première fois, les enfants étaient en primaire et j'ai eu la folle idée de tout faire en format papier. Je ne voulais pas qu'ils aient un écran dans les mains. D'accord. Donc, du coup, on avait emmené j'avais tout compilé dans des énormes dossiers reliés qui ont pris du poids énorme dans nos sacs à dos. Donc, je les arrachais au fur et à mesure, les pages, mais ça a pris du poids. Là, c'est plus du tout le cas. Et en plus, on est en pleine ère du distanciel numérique. Donc, du coup, on part avec 3 ordinateurs pour qu'ils soient complètement autonomes. Des tablettes, voilà. Donc, ça veut dire qu'on va avoir quand même du poids en termes d'informatique plus important qu'à l'époque où on n'avait qu'un ordi et c'est tout. Donc, ils vont nous aider. Par contre, on voyage toujours aussi minimaliste. C'est vraiment notre objectif. On voyage avec vraiment peu de choses parce qu'on a vu qu'on trouvait tout partout. Mais voilà, ça va être l'école qui va nous charger encore une fois le plus. Oui, donc là, il y a 2 sujets là, dans ce que tu viens de dire qui m'intéressent, l'école et puis le voyage minimaliste, un peu les valises. Donc je me disais, pour les valises, on pourrait en reparler du coup dans un prochain épisode où normalement on réussira à se caler un petit rendez-vous avant votre départ. Et là, vous serez probablement en train de faire vos valises. Donc je pense que tu auras plein de choses à nous raconter sur ça et ça sera très intéressant. Et du coup, voilà, je vais rebondir là sur le sujet de l'école. Vous êtes profs tous les 2. Ça peut aider peut-être dans certains points de vue, tu me diras. Tu nous avais raconté quand on a fait la table ronde en septembre là avec les autres parents des enfants voyageurs qui avaient témoigné cet été
Tu nous avais dit que bon, l'école pendant le premier tour du monde, c'était pas votre partie préférée, et puis vous aviez, au bout de quelques semaines, un peu abandonné l'idée de faire un programme chaque jour strict, précis, avec des horaires. Du coup, là, bon, vous êtes fort de cette expérience-là. Tes enfants aussi sont beaucoup plus autonomes sur le sujet, j'imagine. Et puis Valentin, bon, la simple découverte du monde, je pense que ça va faire son programme. Il est en quelle classe là, Valentin? Il est en moyenne section? Moyenne section. Ouais. Donc, oui. Donc, on va pas se prendre la tête avec Valentin. Ouais, voilà. Plein de choses. Découverte du monde et rencontre, sociabilisation, c'est vraiment ça les objectifs de la maternelle. Donc, ouais, c'est ça. Et puis, il aura quand même des crayons pour faire un peu de calligraphie, des choses comme ça, les ronds, les formes. Ouais. Pour les grands travailleront, mais on va pas du tout lui mettre la pression. Il fera quand on pourra et quand il voudra et quand on sentira qu'il a besoin, quoi, tout simplement. Ouais. Et puis, pour les grands, en fait, on a rencontré les chefs d'établissement des enfants. Et on leur a expliqué qu'on avait déjà fait un grand voyage, que l'école, on pouvait pas. On s'est vite rendu compte qu'il était impossible de suivre le programme scolaire, surtout avec des grands, en voyage. Sinon, ils passeraient leur journée devant un écran. On l'a vu avec le confinement. Qui nous a apporté beaucoup de billes également, ce confinement, parce que on a fait le choix avec les profs de faire que 3 matières. C'est-à-dire de choisir 3 matières qui sont importantes pour eux dans leurs années futures. Donc là, je vais prendre l'exemple de Hugo, puisque c'est lui qui est au lycée. Il veut s'orienter pour être prof également. Et du coup, il va plutôt partir sur une filière scientifique. Donc, du coup, il a choisi en parallèle de l'équipe, plutôt, c'est pas en parallèle, mais en même temps que l'équipe, on va dire, faire maths, SVT et histoire-géographie, qui sont les 3 matières qu'il va prendre en première, en option. Ouais. Et le reste, en fait, anglais, espagnol, on va le travailler, on va dire, nous, au quotidien dans le voyage. L'histoire, c'est pour avoir une matière littéraire pour qu'il puisse quand même composer, ça va lui faire travailler son français. Ouais. Et il va arrêter la science-phy, qui de toutes les façons, il arrêterait en première. Donc, du coup, on va se baser sur ça. Et ils vont nous envoyer en début de semaine le programme que les élèves feront dans la semaine. Et ce sera à nous et à Hugo, durant la semaine, de gérer son temps de travail pour pouvoir le faire et le rendre en fin de semaine. Donc, grosso modo, en maths, s'ils ont 4 heures de maths, 1h30 d'SVT, je crois, et 3 heures d'histoire, il va avoir, entre guillemets, à peu près 9 heures de cours sur la semaine qu'il gérera comme il le voudra et comme on pourra le faire avec et les connexions Internet et notre aventure, quoi. Ouais. Mais donc, quand même, c'est super, l'école des enfants, donc son lycée, là, est tout à fait partie prenante et les profs sont... parce que c'est quand même un sacré engagement des profs aussi, de gérer un élève qui va être en dehors de leur classe et qui va quand même suivre le programme avec eux, quoi. C'est ça. Et puis, en fait, je pense que les profs ont vu par le distanciel qu'ils pouvaient aussi suivre des enfants, on va dire, qui resteraient à la maison pour de longues périodes de maladie, etc. Et que c'était jouable. Donc là, la directrice a bien stipulé que du coup, Hugo, il serait aussi en distanciel, considéré comme en distanciel. Et il lui laisse la semaine pour avoir de la souplesse, parce que c'est ce que je lui expliquais. Nous, on sera jamais à telle heure devant un écran, on ne sait pas, quoi. Je ne sais pas comment la connexion sera dans tel pays, je ne sais pas si, avec le décalage horaire, si ça correspondrait aux heures de cours d'Hugo. On a plein d'incertitudes encore. Et puis, on s'est laissé aussi, alors plutôt moi en tant que maman et Fabien, la possibilité de se dire, si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, quoi. Il va redoubler sa seconde et c'est pas grave. Et quand j'ai dit ça à la directrice et avec Hugo, la directrice lui a dit, mais il n'y a pas de raison qu'il ne réussisse pas sa seconde. Et Hugo, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc, je ne pars pas du tout dans cette idée-là. Donc, elle m'a remise un peu en me disant, mais ne partez pas avec cette idée-là en tête, ça va fonctionner, quoi. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Ouais. Et Hugo, du coup, il est à l'aise avec cette idée, il est content, enfin, il pense qu'il va gérer ça comme un chef. Oui, alors... Je pense que là encore, il ne mesure pas trop. En fait, je pense que les choses qui sont pas bien dans un voyage, tu les oublies vite et tu gardes que le meilleur. Et moi, je sais qu'en tant que parent, là, nous, l'école, on l'a vraiment suivi dans le premier voyage. Donc, je sais très bien que ça va être encore pas une partie de plaisir, ce qu'on va vivre là.
Maintenant, ils savent tous qu'ils ont quand même des responsabilités durant ce voyage, que l'école attend d'eux certaines choses, que là, à la semaine, il va falloir qu'ils rendent un travail en fin de semaine, et ce sera plus la pression que nous, on leur met, mais plutôt la pression du système scolaire qui leur demande de rendre des comptes à la fin de chaque semaine. Et donc, ce rapport-là, il est un chouïa différent. Et je pense que c'est plus nous, les parents, qui seront considérés comme méchants. Oui, il faut absolument faire ci, faire ça. Là, ça viendra de au-dessus de nous. Et j'ai bon espoir que cet élément-là change la donne, en fait, et change leur façon de voir les choses. Et puis, bon, on a quand même un enfant en bas âge, il y a Valentin, et c'est ce qu'on leur a expliqué. Valentin, il aura besoin de faire des siestes, il est fatigué, c'est un petit garçon qui a vraiment besoin de dormir l'après-midi. Donc, il va falloir optimiser ce temps-là pour pouvoir ensuite faire d'autres choses. Donc, c'est vraiment un dialogue qu'on met au fur et à mesure. Mais si on refait un épisode pendant le voyage, on pourra échanger sur ça. Je te dirais si on a tenu bon au niveau de l'école ou pas, ou si on est sous l'eau. Ouais, vous nous direz. Écoute, l'idée, c'est qu'on puisse se parler peut-être 1 ou 2 fois pendant le voyage. Bon, on verra bien, hein, selon, comme tu dis aussi, les connexions, votre programme, etc. On verra ce qu'on arrive à caler. Mais ce sera très intéressant d'avoir votre vécu là un peu en live de comment ça se passe. Et pour Raphaël, et pour Raphaël et Camille, du coup, ça va être la même organisation avec le collège. Exactement. Ça va être la même organisation. Et puis, alors eux, il y a un peu moins de pression quand même parce que en 5e, c'est quand même une année où il y a beaucoup d'heures d'études, où il y a moins de volume horaire que sur la 6 ou sur la 4-3. Donc pour Camille, ça devrait plutôt bien se passer. Et puis pour Raphaël, ça va être comme Hugo, quoi. Mais ça m'inquiète beaucoup moins, en fait, les enfants au collège, parce qu'on a l'expérience du distanciel d'Hugo au collège. En fait, je me rends compte qu'on sera capable de suivre. Alors que pour le coup, au lycée, moi qui suis pas du tout scientifique, je suis perdue déjà en sciences-phy et en mathématiques avec Hugo. Oui. Heureusement que Fabien, lui, est hyper matheux et hyper scientifique. Donc, c'est lui qui va prendre la relève, quoi. Donc, je pense que pendant le voyage, Fabien va gérer vraiment Hugo, sauf l'histoire où c'est moi qui vais le prendre en charge. Et je gérerai davantage Raphaël et Camille. Oui, il faut une bonne répartition des tâches. Il faut falloir que Valentin continue ses siestes, quoi. C'est ça, en fait. On mise tout sur lui. Et qui dit sieste, dit disponibilité pour être avec les 3 grands aussi, parce qu'avoir Valentin à s'occuper quand on fait l'école avec les grands, c'est compliqué. Et puis même si eux, je pense qu'ils vont gagner en autonomie, mais au départ, ça va être les premiers mois, il va falloir qu'on soit quand même derrière eux, parce qu'on voit bien que l'outil numérique n'est pas facile pour eux. C'est-à-dire que chercher dans un dossier machin, le document truc, c'était très compliqué pendant le confinement. Donc, ils vont sans doute nous demander beaucoup de logistique d'un point de vue, on va dire, numérique, et moins sur le fond du contenu, quoi. Ouais. Bon, au moins au début. Après, tout le monde va une fois qu'ils vont avoir... Voilà, c'est ça, exactement. Ok, chouette. Un petit défi quand même là pour le voyage, mais ça s'annonce quand même bien et potentiellement mieux que votre première expérience. Oui, c'est ça. Ok, super. Et donc du coup, là en termes d'organisation, donc tu nous le disais tout à l'heure, le départ est dans moins de 4 mois. Donc je me demandais un peu, alors j'ai plein de questions pour savoir un peu où est-ce que vous en êtes. J'imagine que les conditions sanitaires ne vous facilitent pas non plus les choses. Comment est-ce que tu t'y prends? Comment est-ce que vous vous y prenez pour organiser, surtout que ça fait quand même quelques années que tu y penses à ce voyage. Dans quel ordre, tu vois, par quel bout tu prends le sujet? Alors, depuis quelques années, on avait un itinéraire hyper tracé dans notre tête, c'est-à-dire qu'on allait repartir en Asie. Si les finances le permettaient, on serait reparti un petit bout en Océanie. Et puis, la Covid est arrivée, donc du coup, l'itinéraire a complètement changé. Ouais. Je dirais que depuis maintenant mi-septembre, on y voit beaucoup plus clair en termes d'itinéraire, puisque du coup, les frontières rouvrent, les situations sanitaires dans les pays sont plus faciles, on a plus d'informations. Donc ça nous aide quand même. Donc là, l'itinéraire qu'on a choisi, c'est l'Amérique centrale, avec un petit bout, 2 semaines et demie en Amérique du Nord sur la côte ouest des États-Unis, et un petit bout d'Amérique du Sud parce qu'on finira par l'Équateur. On commence par l'itinéraire.
après, dans l'itinéraire, on s'occupe, quoi. C'est vraiment que moi qui m'occupe de ce voyage, on va dire la partie en amont. Fabien, lui, va gérer beaucoup la partie sur place. Ok. C'est-à-dire que c'est lui qui va trouver les bus, etc. Déjà, il parle bien mieux les langues que moi, donc du coup, c'est bien plus facile pour lui de gérer ça. Et du coup, moi, j'adore gérer l'organisation, donc et lui, ça l'intéresse absolument pas. Donc voilà, on se répartit bien les différents rôles. Donc une fois que l'itinéraire et les grandes lignes sont tracées, eh bien, j'essaie de voir un peu dans chaque pays les points ou les choses qu'on a envie de faire et surtout les distances entre le point A et le point B pour savoir quel type de transport on va privilégier, sachant qu'on aimerait prendre le moins possible l'avion. Alors même si aujourd'hui ça c'est limite parce que du coup les frontières terrestres sont encore fermées dans de très nombreux pays. Donc pour passer par exemple du Costa Rica en Colombie, eh ben, c'était encore fermé dernièrement, donc on pouvait pas. Donc faut passer par Ah un oui, avion. tu peux y aller en avion, Y aller en mais avion, pas tu peux par pas un passer. bus ou un train de Voilà. terrestre, quoi. Ok. Et ce qui est une nouveauté pour nous, parce que dans notre premier voyage, on a pris les avions que pour faire le saut de continent en fait. Ouais. Et sinon, on n'a jamais voyagé comme ça. Donc ça a changé beaucoup de choses, déjà d'un point de vue de notre itinéraire, mais aussi financièrement. Ouais. Parce que qui dit avion à chaque saut de pays dit 6 billets d'avion. C'est ça. C'est ça. Et il faut savoir que maintenant, nos 3 grands sont considérés comme des adultes. Donc on paye 5 billets adultes et 1 billet enfant. Donc forcément, ça a des répercussions. Donc on a diminué considérablement le nombre de pays qu'on allait visiter pour cette première donnée. Et puis après, on s'est rendu compte que c'était pas si intéressant que ça. C'est-à-dire qu'on allait passer plus de temps dans chaque pays, on allait davantage le découvrir, on allait prendre plus le temps de parler avec les locaux. Et donc maintenant, on fait plus que 4 pays, alors que si je te montre mon itinéraire initial, on devait être à 8, 9 dans mes rêves les plus fous. Un peu plus de 1 par mois du coup à la base, Voilà, et puis c'est finalement, ça va Là, être non. presque 2 mois par pays, quoi. Exactement, ouais. Et pour revenir à ta question de comment on gère ça, eh bien, on gère ça petit à petit et je gérerai beaucoup de choses sur place. En fait, j'ai pas beaucoup anticipé l'intérieur du pays. En fait, je dégrossis et on verra au coup par coup ensuite. Alors, je te dis ça, mais notre premier stop est au Mexique. Et au Mexique, j'emmène ma filleule qui a 16 ans avec nous. Donc, nous partons à 7. Parce que 4 enfants, c'était pas assez. Voilà. Donc, j'avais toujours dit que si c'était possible, et pour elle et pour nous, de faire un bout de voyage avec nous. Donc, elle est ravie, forcément. Ah bah oui, tu m'étonnes. Et du Ça coup, va être en fait, génial. on part juste avant les vacances scolaires du mois de février, sans le vouloir, quoi. Ça s'est tombé comme ça. Et donc, du coup, elle va rater 3 jours d'école et après, elle enchaîne sur ses 15 jours de vacances avec nous. Donc là, en fait, je l'ai vraiment beaucoup organisé nos 15 jours dans le Yucatan, tout simplement parce qu'il fallait que je trouve des hébergements pour 7, et ça, c'est pas facile. Qu'il fallait que je loue une voiture, c'était pas simple non plus. Et aussi parce que je savais qu'on allait être très pris, parce que du coup, avec 5 enfants, ça allait demander une organisation. Donc il y a cette grosse partie-là que j'ai organisée en amont. Et après, en fait, je sais l'itinéraire qu'on va faire dans chaque pays, mais je sais pas le nombre de jours, j'ai pas réservé les hôtels. Ça, on va se laisser porter pour le suite. Et puis on fera pareil dans les autres pays. Donc vous commencez par le Mexique. Oui. Vous avez une petite incursion de 2-3 semaines aux États-Unis. C'est ça. Et les 2 autres pays? Et les 2 autres pays, après, alors il y en a 3 autres pays, parce qu'on n'a pas compté, pays. on n'a pas compté les États-Unis vraiment comme un pays, parce qu'on ne fait que 17 jours, je crois, ou 18 jours dans le pays. Après, on va partir sur le Nicaragua, ensuite la Colombie, et après l'Équateur. Alors, sur les réseaux, on me conseille fortement de faire aussi le Costa Rica. Alors, le Costa Rica, on le laisse, on va dire, en cerise sur le gâteau si on arrive à avoir le budget suffisant pour pouvoir partir, puisque c'est un pays qui coûte extrêmement cher. Ouais. Et on va voir, en fait, tout dépendra si les frontières terrestres vont rouvrir. En fait, notre budget que j'ai budgétisé pour nos billets d'avion, si on doit faire des sauts de chaque pays, pourrait servir à faire le Costa Rica si on peut passer en terrestre partout. Donc, il y a 2 possibilités pour ça.
Ok. Et donc, du coup, donc, vous avez organisé vraiment bien, enfin, tu as organisé vraiment bien la toute première partie dans le Yucatan, Ouais, c'est un ça. peu comme si on partait juste en vacances 15 jours, où là, on prévoit vraiment ce qu'on veut faire et les logements, Exactement. pas trop en mode voyage au long cours. Et ensuite, comment vous pensez faire? Parce qu'il y a bien un moment quand même, parce que même si tu dis c'est difficile de trouver un logement pour 7, bon, quand ta filleule sera partie, vous serez encore 6. C'est quand même pas non plus aussi évident que ça. C'est vrai. Enfin, bon, je connais pas l'Amérique centrale, donc je sais pas. J'imagine en fait que c'est quand même pas aussi évident que ça. Euh, combien de temps à l'avance, tu vois, tu te projettes dans la suite du voyage et tu commences à réserver? Parce que vous n'allez pas vous pointer dans une ville, au sortir d'un bus où vous aurez voyagé 15 heures. Alors, on dort où ce soir, les enfants? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, j'imagine que tu Ouais, ça organises un me tout petit peu plus que ça. Exactement. Alors en fait, on va quoi. Là, je donne l'expérience qu'on a eue la première fois. Je pense que ce sera Ouais. identique, hein. Mais en général, la veille ou l'avant-veille, on définissait un hôtel qui allait être notre point de chute quand on allait arriver du bus, par exemple. On y passait une nuit. Si on se sentait bien, eh bien, on restait plusieurs jours en fonction de ce qu'on voulait faire dans la ville. Et puis, si on voyait que l'hébergement n'était vraiment pas nous convenait pas, eh ben, on prenait une nuit, puis le lendemain, on rechangeait d'hôtel. C'était pas gênant. Après, nous, on choisit vraiment des hôtels, comment t'expliquer ça, euh, sans charme, en fait. Vraiment l'hôtel basique pour dormir, quoi. On cherche pas le super bel endroit, quoi. On va, en étant très honnête, hein, au moins cher, mais en étant quand même salubre et dans lequel on peut se sentir bien. Ouais. Et là, en Amérique centrale, les prix, ça c'est important de le savoir, les prix depuis la Covid ont extrêmement impacté le tourisme et donc du coup, tout est plus cher d'une manière générale. Ah ouais. Là, les billets d'avion, depuis que les États-Unis ont rouvert leurs frontières, ça a explosé partout. Les prix des hôtels, si je compare avec ceux qui ont voyagé en même temps que nous et maintenant, mais ça a pris une envolée pas possible. Alors, je peux comprendre aussi, hein, ils ont eu un an et demi de points morts au niveau du tourisme. Mais c'est vrai que, pour le coup, encore plus qu'avant, on fait très, très attention à notre budget hôtel. Et dans l'idée, il faudrait pas qu'on dépasse 40 € par nuit. Donc, ça, Pour c'est 6. pour 6, ouais. D'accord. Donc, tu vois, ça, on arrive vraiment sur un premier prix d'hôtel, hein, clairement. Donc, Ouais. on en trouve beaucoup dans les auberges de jeunesse à ce prix-là. Donc, c'est dans des dortoirs. Donc, on a tous un lit dans un dortoir. Ou bien des chambres familiales où il y a 2 lits doubles et un lit simple. Ou un extra bed où ils font 2 lits et puis un matelas par terre pour Valentin. Mm. Alors, il faut savoir que nos 3 grands dorment ensemble dans le même lit. Pour te donner une idée. Dans la largeur, ils dorment ensemble. Ouais, ok. Donc dans un lit double, tu mets les 3, J'en mets quoi. 3. Ouais, Alors ouais. là, vu qu'on aura un extra bed, je pense qu'on va faire 3, 2 et Valentin et Hugo sans doute par terre, parce que maintenant ils ont grandi quand même. Ouais. Mais voilà, ils le savent, ils sont tous OK avec ça. Ça aurait pu ne pas être le cas. Et non, ils sont tous tout à fait d'accord avec ça. On préfère privilégier et les activités, puisque maintenant, eux, ils sont vraiment en demande d'activités un peu sympas, plongée, un peu sensation forte, des ziplines, des choses comme ça. On mange dans la rue, c'est-à-dire qu'on fait jamais de resto, on mange sur le pouce, dans les petits boui-boui qu'on trouve. Et quand on peut, on cuisine. Dans les hébergements où il y a une cuisine, on achète au Ouais. marché et on cuisine pour diminuer les coûts au maximum. Ouais, ça, j'imagine que pour la nourriture, au moins, enfin en Amérique centrale, en effet, ça va pas être un gros poste de dépense, quoi. Même Non, si vous êtes 6, je peux tout à fait imaginer que c'est assez bon marché, en effet, sur les marchés ou enfin, dans la oui, rue, comme tu dis, au boui-boui ouais, du coin, quoi. c'est ça. Ok, Donc, ok. et par contre, toute cette partie au Mexique, on la fera en transport locaux. On louera pas de voiture en fait, parce que la location de voiture, elle est aussi extrêmement importante, très chère. Ouais. Et c'est très compliqué parce qu'il y a quand même encore les séparatistes, quoi. Il y a plein de conflits sur la route qu'on n'a pas envie de gérer dans la partie du Chiapas où on va aller. Donc du coup, en bus, au moins, on est épargné de tout ça. On n'est pas obligé de donner de l'argent à chaque péage. Ouais. Donc voilà. Donc on a privilégié le bus, qui est le transport qui nous convient très bien, puisque les enfants, d'une, ils peuvent travailler dans le bus. Valentin peut dormir. Et on ne va pas se leurrer, c'est ce qui est le plus économique pour nous tous. Ouais, ouais, bien sûr.
Et puis parfois, vous ferez peut-être des bus de nuit. Ça t'économise une nuit d'hôtel. Enfin, du coup, je sais plus là dans quel pays, mais je suis une autre famille qui est sur Instagram, dont j'ai mangé le nom. Ils montraient un peu les bus. Je pense que c'est en Amérique du Sud. Bon, en fait, c'est nickel, quoi. Chacun a un super siège. C'est Maya qui doit suivre, qui a montré ça. Ouais, peut-être, ouais. Effectivement, la compagnie South Del Cruz, elle est géniale. On a l'impression d'être dans un avion, dans le bus, c'est-à-dire qu'on a tout, le confort. Bon, c'est pas toujours le cas. Là, c'est vraiment la meilleure compagnie qui est actuellement au Pérou, mais on a vu voyager avec du monde à ta droite, à ta gauche. Je pouvais même pas décaler des bras, tu vois. On remplit un minibus, un minivan qui est pour 9, on était 15 dedans. Donc là, bien évidemment, je vais pas dire aux enfants, ah si, tu réponds en distanciel tout de suite à ton prof d'histoire-géographie. Donc non, mais quand on pourra, c'est ce qu'on fera. On va privilégier ces moments-là. Et le bus de nuit, ça économise une nuit d'hôtel. Donc ça, c'est top aussi. Ouais, c'est top. C'est vrai que nous, avec mon mari, on l'a fait en Chine. On l'a fait plusieurs fois. On n'avait pas d'enfants à l'époque, mais c'est vrai que pour le coup, là, le bus de nuit, c'était une aventure. On avait chacun notre siège, pas de problème, assez confortable. La couchette s'allongeait. Sauf que quand tu es en bas, sur un voyage dont je me souviens, j'étais en bas au milieu. Et puis au milieu de la nuit, en fait, le Chinois du dessus, il se lève, il s'assoit sur ma couchette, il se racle la gorge et tout le bus en profite. On c'est pas non plus aussi confortable que ça. Et je descends mon sac. Il y avait moi en dessous, en fait. Voilà, c'est pas non plus. Je vois bien, je vois très très bien. C'est une aventure quand tu as 24 ans, que tu es avec ton copain, tout va bien. Après, quand tu fais ça sur 7 mois, que tu voyages de cette manière et qu'en plus tu as des enfants, j'imagine que tu veux quand même un tout petit peu plus de confort quand même. Ouais. Mais en effet, ça existe, quoi. C'est pas, c'est pas la catastrophe, en fait, les bus de nuit. C'est pas tous comme l'expérience que je viens de raconter. Donc, Et puis, on sait dans chaque pays à peu près la compagnie qui est la plus sûre. Donc, du coup, on va vers celle-ci. C'est même si c'est un chouïa plus cher que les autres compagnies, mais c'est toujours beaucoup moins cher que autre chose pour nous Européens. Donc ça convient à tout le monde, quoi. Donc Puis dans les bus, on fait des super rencontres aussi. Là, il y a beaucoup de voyageurs qui voyagent comme nous, donc c'est là où tu crées des liens, c'est là où tu rencontres d'autres familles. C'est des moments qui restent hyper sympas. Ouais. Et du coup, tu l'as évoqué plusieurs fois, votre budget, d'autant plus à 6, vous devez vraiment le surveiller. Est-ce que tu peux nous donner une idée là de votre budget prévisionnel pour les 7 mois ? Alors normalement, comme quoi tout évolue, on aurait aimé partir avec un budget de 35 000, 40 000 euros. Ça, c'était notre budget initial prévu en Asie. Sauf que du coup, l'Amérique centrale est bien plus chère que l'Asie. Donc là, on va davantage sur un budget qui va être entre 40 et 45 000 euros. Ok. Je trouve honnêtement, j'ai du mal un petit peu à visualiser, mais à me rendre compte, mais je trouve pas ça non plus absolument délirant quand tu sais que vous êtes 6, quoi. Ouais, c'est ça. Oui. C'est pas, non, ça fait pas beaucoup par jour. Ouais. Par exemple, en fait, on a un budget par jour en fonction du pays. Par exemple, au Nicaragua, on a 155 euros par jour pour nous 6. Au Mexique, on sait qu'on va être aux alentours de 298 euros. Et aux États-Unis, par exemple, on sera aux alentours de 560 euros par jour. En fait, il y a un site qui est extraordinaire pour ça, qui est planificateur à contresens et qui te permet, en fait, en fonction du nombre que tu es, comment tu voyages, qui te calcule tout ça pour toi. Et c'est assez bluffant parce que c'est réellement le budget qu'on va avoir dépensé. Si on a bien mis qu'on était dans un hôtel premier prix, si on mange dans la rue, il faut rentrer toutes ces données-là pour que ce soit le plus fiable possible. Ah oui, donc en fait, donc moi je connais pas, c'est un outil, donc c'est tout en ligne, un site sur lequel tu saisis le pays, la période, j'imagine, le nombre de voyageurs. Le nombre de voyageurs, ton nombre de jours dans le pays, ton itinéraire à peu près dégrossi, parce qu'en fonction du sud ou du nord du pays, c'est pas les mêmes tarifs. Oui, ça peut varier. Du coup, c'est lui qui te calcule en te disant vous en aurez pour tant par jour et ça fera tant pour le pays, quoi. Donc, j'ai déjà mon enveloppe quasiment de fait par pays.
Tu avais déjà utilisé ça pour le précédent voyage ou pas? Alors, on m'en avait parlé, mais le site venait juste de se créer. Ah Et ouais, en ok. fait, il était très très bien. J'ai eu énormément de retours pour les voyageurs solo ou en couple. Mais à l'époque, il avait très très peu d'informations de famille. Et du coup, non, on a eu une différence entre 8 et 12 000 euros à la fin de notre budget de tour du monde par rapport à ce qu'il nous avait programmé. Ok, donc vous avez dépensé 8 à 12 000 euros de plus que ce qui était programmé. Ouais. Ok, sur un an. Bon, ça fait à Voilà. peu près 1000 de plus par mois quand même. Après, oui, c'est quand même... on a réutilisé ce site-là pour les Philippines, par exemple. Donc, c'était en 2019. Et là, on est tombé pile poil dans les clous de ce qu'il nous avait dit, quoi. Ah oui. Donc, okay. en fait, ça marche à la base. En fait, il recense toutes les dépenses des familles. C'est un peu comme le site Tour du Mondiste qui donne toutes les informations. C'est comme le site Tour du Mondiste où tu vas retrouver, entre guillemets, sur un panel de 100 personnes qui ont donné les chiffres de voyage, leur budget dans tel pays, et ben ils arrivent à affiner et puis à permettre d'avoir un budget très fiable par la suite. Ok, donc ça j'imagine c'est quand même une grande aide et puis oui. tu as pu te rendre compte directement, ce que tu nous disais tout à l'heure, que du coup il allait falloir peut-être réduire le nombre de pays, etc. quoi. Ouais, réduire le nombre. Et c'est comme ça après qu'on arrive justement à aller au plus près de notre budget en diminuant, par exemple, nous on a diminué on partait pour 3 semaines en Amérique du Nord aux États-Unis, mais on n'a pas de budget, donc du coup on est arrivé à 17 jours. Et comme ça pour dans tous les pays, ce qui permet d'avoir un budget qui tient la route par rapport à ce que toi tu vas pouvoir amener financièrement durant le voyage, quoi. Ah oui, bien sûr. Ok, c'est super intéressant. Je pense que ça peut aider beaucoup de personnes qui ont envie de se lancer dans la préparation de ce genre de projet et qui savent pas trop par quel morceau commencer, quoi. C'est un indispensable de la préparation, ce site. Ouais, ok. Je note pour mon projet de rêve dans quelques années. C'est ça. Et alors, donc sinon, donc dans la préparation, là, et donc vous partez dans moins de 4 mois, je le répète, donc l'itinéraire, voilà, ça se cale quand même pas trop mal. Les réservations pour le début, les premières semaines, c'est pas mal calé. L'école des enfants, c'est OK. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à peut-être prendre une assurance pour le voyage? Ouais, on va partir avec Chapka de nouveau. En fait, j'ai même pas là cette fois-ci cherché à faire des comparateurs, etc. Ce que j'avais fait parce que la première fois, parce que du coup c'était tout novice, donc j'avais expérimenté plein d'assurances et les démarcher. Et en fait, on a tellement été contents de Chapka la première fois avec tout ce qui nous est arrivé sur la route que c'est un peu, tu vois, comme quand tu vas dans une boulangerie et que tu es hyper contente du pain, et tu vas y retourner parce que tu sais que c'est bien, quoi. Et là, au vu du contexte avec la Covid, avec tout ce qui peut se passer, je sais qu'on sera vraiment en sécurité. Donc, du coup, on repart avec eux. J'ai pleinement confiance et je sais que d'une manière générale, les prix des assurances ont aussi beaucoup augmenté par rapport à notre première fois, par la crise sanitaire, et des couvertures qui nous couvrent si on a un souci de Covid pendant le voyage. Donc, du coup, on leur fait confiance et on repart avec eux. Ok, ouais, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé là encore aujourd'hui, mais donc, déjà, tu as fait un suivi de grossesse donc pendant votre premier tour du monde, donc rien que ça peut générer quelques frais, même si ça pour le coup c'est pas un problème de santé. Mais je crois que Camille a eu aussi un petit souci de santé, et puis même 2 fois, non Camille? 2 fois Camille, ouais. Ouais, voilà. Une fois hospitalisée avec une intervention générale, une anesthésie générale, pardon. Et l'autre fois, elle a été mordue par un chien. Donc, elle a eu un protocole antirabique assez important et conséquent puisqu'elle n'était pas vaccinée sur 2 pays, sur la Bolivie et le Pérou, puisque du coup, c'était 1 mois et demi de traitement. Ok, ouais, donc vous le savez plus que personne que partir avec une assurance, c'est nécessaire, quoi. Ouais, c'est indispensable. Ouais. Ok. Est-ce que vous avez déjà préparé du coup d'autres choses? Je pense peut-être à de l'équipement que vous auriez déjà acheté ou réfléchi. Je pars dans des directions complètement différentes, mais est-ce que vous allez faire de votre maison? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui se mettent en place, etc. Qu'est-ce que vous avez déjà préparé d'autre?
Alors, au niveau de l'équipement, nous, les adultes, on va garder nos sacs à dos qui sont encore tout à fait utilisables pour partir. Et c'est aussi, comme tu disais tout à l'heure, dans l'objectif d'être minimaliste, de ne pas surconsommer et racheter des choses. Par contre, les sacs à dos des enfants étaient petits à l'époque et maintenant, on a des ados. Donc, du coup, là, on va leur racheter. On les a pas encore achetés, mais on va acheter de nouveaux sacs à dos pour les grands. On a commencé à acheter des ponchos, des séparateurs, des organiseurs de sacs dans lesquels on met nos affaires, en fait des pochons que chacun va avoir dans son sac, parce que c'est génial, c'est un gain de temps pour la maman en voyage. Oui, Quand oui, elle rentre alors, linge, il fait le pli de linge. nous, on voyage pas trop sac à dos, mais en fait, je fais pareil dans les valises. Donc, Ah moi, oui, j'avais cousu des sacs en tissu, et donc chaque personne de la famille a son tissu. Donc, tu vois, Alexis, notre fils aîné, lui, c'est le sac aux étoiles. Adrien, le petit, c'est les ouais, Indiens. Voilà, mon mari, il a le bleu avec les lignes, et moi, j'ai le bleu avec les fleurs. Et voilà, dans d'accord. la valise, Ouais, même quand on voyage avec une seule grande valise, mais tout le monde trouve ses affaires hyper facilement. ouais. Voilà, c'est le même concept, ouais. J'imagine que dans un sac à dos, ça peut vite devenir le bordel, non? En plus, Ouais, si tu bouges tous les voilà, si jours. tu mets pas, c'est horrible. Tu sors tout et pour trouver le truc qui se trouve en fond de ton sac, non, c'est indispensable. Et Ouais. puis, on apprend à rouler les affaires à la Marie Kondo, on apprend à bien optimiser le sac et ça, c'est quand même aussi intéressant parce que quand on le porte et qu'on a un truc qui nous rentre dans le milieu du dos, et ça, c'est pas agréable. Ouais. Donc, c'est tout cet apprentissage-là qui est important. Donc, au niveau des équipements, on n'a pas vraiment commencé quand même. C'est vraiment le tout début, Ouais. par faute de temps, tout simplement, parce que les préparatifs, c'est chouette, mais à côté, on travaille, il y a le quotidien avec les C'est 4 ça, il y a enfants. juste la vraie vie normale, en fait. C'est ça. Donc, du coup, ça va se décanter petit à petit. Au niveau de notre maison, on va la mettre en location. Mais alors, les gens pensent à chaque fois que je dis ça, ils pensent qu'il y a quelqu'un qui va venir dans notre maison pendant nos 7 mois d'aventure. Alors non, Ouais. c'est pas une location comme ça va être une location plutôt à la nuitée, parce qu'on n'est pas très loin du Puy du Fou. Donc, on sait qu'on a énormément de demandes par rapport à ça. Ouais. Et c'est pas quelque chose qu'on fait là comme ça pour le voyage. Ça fait déjà maintenant 4 ans qu'on loue la maison dès qu'on part les week-ends, dès qu'on part en été, dès qu'on part aux vacances scolaires. Et cette location nous permet de financer aussi une grande partie de nos voyages, bien évidemment. Ouais, bien sûr. Donc, c'est aussi beaucoup d'organisation et de travail dans la maison, parce que forcément, il faut rendre une maison vivante, pleine de vie avec 4 enfants à une maison hyper clean que tu as donnée à des locataires ou qui vont venir ponctuellement. Donc, ça me demande beaucoup de temps, mais je sais pourquoi je le fais et ça nous permet de voyager. Donc, à un moment donné, il faut se donner les moyens de quoi. Oui, c'est sûr. C'est sûr, il faut gérer ses priorités. Donc, vous, votre priorité, c'est le voyage, voilà. Et comment ça va se gérer, du coup, pendant votre absence? Alors, pendant notre absence, on a une femme de ménage qui vient faire le ménage entre 2 locations. Moi, je gère toute la partie, on va dire, communication avec les hôtes qui arrivent dans la maison, les questions, comment fonctionne la maison. Et en fait, on a instauré une boîte à clés. Donc, du coup, les hôtes sont complètement autonomes quand ils arrivent à la maison, puisqu'ils ont le code de la boîte à clés, ils prennent les clés, et puis quand ils repartent, ils remettent les clés, et puis voilà, quoi. Donc, en fait, elle a fait juste vraiment l'intendance, elle n'est pas là pour faire l'accueil, etc. Il n'y a pas d'état des lieux, il n'y a pas tout ça, quoi. Ouais, ok. Bon, super. Du coup, si ça marche bien pendant votre absence, vous pourrez dégager un petit peu de budget et puis envisager aussi le Costa Rica, quoi. Voilà, c'est ça. Après, c'est très aléatoire. C'est quelque chose qu'on ne peut pas du tout anticiper. On sait que l'été, ça fonctionne bien. Mais les 2 dernières années ont été plus compliquées puisque du coup, il y avait la crise sanitaire. Et donc, du coup, tout l'argent qu'on n'a pas gagné pendant ces 2 étés-là qui finissent notre voyage ont aussi diminué notre budget. Donc voilà, on se dit, on espère que cette année, ça va repartir correctement. Bon, écoute, on est sur la bonne voie. Je croise les doigts, quoi. De toute façon, d'une manière générale, je croise les doigts pour qu'on continue sur cette bonne voie et les taux d'incidence qui diminuent un peu partout, les frontières qui se rouvrent. Voilà, ça va dans le bon sens. J'espère vraiment que ça va continuer. En effet, ouais. Et puis du coup, le Puy du Fou va réaccueillir tout un paquet de gens. C'est ça.
Bah écoute, nous on est allé l'été dernier au Puy du Fou et on a fait comme les gens qui viennent chez toi. Du coup, on n'avait pas pris d'hôtel sur le parc, on avait pris un petit Airbnb pas très loin. Et en plus, c'est super pratique parce que à la fin de la journée, on avait eu des places aussi quand même pour la ciné-scénie. On faisait partie des chanceux qui avons pu y aller. Mais du coup, tu vois, tu quittes le parc, tu vas juste manger un petit bout tranquille, peut-être te changer, chercher un peu des vêtements chauds pour le soir, et puis tu fais l'aller-retour et c'est vachement confortable, quoi. C'est donc, ça. Ouais. Moi, j'encourage tout le monde à aller au Puy du Fou. Parce que c'est bien. Et puis, j'en parlerai dans un article sur le blog. Et puis, voilà, à louer la maison d'Audrey. C'est ça. La petite dose de confort en plus. Exactement. C'est le combo gagnant. Écoute, super. Audrey, ça fait déjà presque 1 heure qu'on papote. Et comme on aura l'occasion, du coup, d'en savoir plus et au fur et à mesure de votre aventure, je pense qu'il est temps de clôturer ici cet épisode. Est-ce que tu aurais un petit truc à ajouter, quelque chose à dire peut-être aux autres familles qui sont aussi comme toi en train d'organiser, ou à d'autres qui sont comme moi en train de rêver? Alors, je dirais pour ceux qui organisent que l'organisation, cette préparation, ça fait déjà voyager. Qu'en préparant au voyage, qu'on se dépayse, qu'on est déjà projeté dans un après qui va être très chouette. Donc, du coup, c'est déjà des super moments. Et pour ceux qui ont besoin de rêver, j'ai envie de leur dire, si c'est un de vos rêves les plus fous, faut franchir ce pas, foncer et le mettre en application et le réaliser surtout, parce que c'est tellement génial qu'il faut le vivre au moins une fois dans sa vie. Ouais. Écoute, je pense que beaucoup de voyageurs, en tout cas, sont d'accord avec toi, et c'est souvent ce que disent les familles qu'on interviewe sur le podcast. Ça revient souvent à ça. Il faut y aller. Il faut, si c'est un rêve, il faut se donner les moyens de le réaliser. Il faut foncer, quoi. Je te remercie vraiment beaucoup, Audrey, pour ton temps, ton témoignage, ton sourire qui va s'entendre, j'en suis sûre, dans l'épisode. Et puis tu nous as déjà fait voyager. Je te dis à très bientôt, dans quelques semaines, mois. Donc pas trop. Dans l'idée, on se reparle avant le départ, quand vous êtes en plein dans les valises, pour voir un petit peu où vous en êtes, à quel niveau est montée l'excitation avant le départ. Avec grand plaisir. Super. Un grand merci, Audrey, et puis à très bientôt. Merci beaucoup à toi, à bientôt. J'espère que cet épisode avec Audrey vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi nous soutenir avec quelques euros sur la plateforme Tipeee. Ça s'écrit T-I-P-E-E-E. Merci beaucoup et à bientôt!